Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons voir comment, dans les entretiens de Fontenelle, le goût de la science passe d'abord par le dialogue avec la marquise. Dans les épisodes de ce podcast, on a beaucoup parlé des métaphores, du plaisir, des certitudes qu'on trouve dans les entretiens. Aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à la forme, c'est-à-dire le dialogue lui-même, et au personnage qu'on pourrait croire au départ comme secondaire, la marquise. Pourquoi Fontenelle a-t-il choisi d'écrire un dialogue plutôt qu'un traité scientifique, et surtout, peut-être, qui est vraiment la marquise? Et quel rôle joue-t-elle dans la transmission du savoir? La réponse est sûrement, ou plutôt les réponses, sont sûrement plus complexes et plus intéressantes qu'on peut le croire d'abord. Alors, le choix du dialogue, il n'est pas anodin. À la fin du XVIIe siècle, le genre de l'entretien, le genre du dialogue autrement dit, est déjà en vogue. Mais après le succès des entretiens, il connaîtra un engouement encore plus important. Et ça n'est pas un hasard. Un traité savant, c'est un monologue en quelque sorte, qui expose, qui démontre, qui conclut. Et le lecteur reçoit passivement. Le dialogue, lui, mime le mouvement même de la pensée en train de se former, avec ses hésitations, ses résistances, ses surprises, ses retournements aussi parfois. Dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, un peu plus tard, dans le cours du XVIIIe siècle, on distingue la conversation de l'entretien. Une conversation est, à la différence de l'entretien, un délassement dans lequel il faut éviter le sérieux. Eh bien, les entretiens de Fontenelle, ils ne respectent pas vraiment cette définition qui arrivera après, ils jouent précisément sur cette ambiguïté, puisqu'ils ont la légèreté d'une conversation et en même temps la profondeur d'un entretien philosophique, d'une certaine manière dans la mode de Platon, qui a créé le dialogue philosophique dans l'Antiquité. Et c'est exactement cette espèce d'entre-deux que Fontenelle recherche et trouve. Alors, avant d'analyser le dialogue, il faut comprendre aussi qui est vraiment le personnage de la marquise. La préface traite cette question de manière claire et directe. Je vous cite un petit passage. « J'ai mis dans ces entretiens une femme que l'on instruit et qui n'a jamais ouï parler de ces choses-là. » Alors, la marquise, de ce fait, c'est une femme qui est cultivée, bien sûr, mais qui n'est pas spécialiste. C'est-à-dire qui est exactement comme le lecteur visé de Fontenelle, où la lectrice visée se trouve. Elle pose les questions que se poserait le lecteur ou la lectrice. Elle exprime les doutes naturels. Elle résiste aussi à certaines idées, là où le lecteur ou la lectrice résisterait. Elle s'enthousiasme aussi, là où on s'enthousiasmerait probablement. Alors Fontenelle développe encore sa présentation de la marquise dans la préface en disant ceci. « Pourquoi des femmes céderaient-elles à cette marquise imaginaire qui ne conçoit que ce qu'elle peut se dispenser de concevoir. » Alors ici, pourquoi des femmes céderaient-elles ? Ça veut dire pourquoi des femmes seraient-elles moins bonnes qu'elles, comprendraient moins que cette marquise imaginaire. L'ensemble est un argument rhétorique qui est assez subtil, parce que si cette marquise imaginaire comprend, alors toute femme peut comprendre, et par extension, tout lecteur non spécialiste peut comprendre. Parce que, bien sûr, derrière cette femme, il y a n'importe quel homme ou femme de salon, homme ou femme de ces milieux aristocratiques ou de la grande bourgeoisie parisienne qui fréquente les salons alors à la mode. Dans ce sens, la marquise, elle n'est pas seulement un dispositif pédagogique commode, c'est-à-dire quelqu'un qui répond et qui est une sorte de double du lecteur ou de la lectrice à l'intérieur du dialogue. Elle est le résultat d'un choix qu'on pourrait dire philosophique et qui est audacieux, celui de faire de la curiosité féminine, qui est traditionnellement méprisée ou un peu ridiculisée, comme on le voit parfois dans Molière, même si c'est certainement plus compliqué que ça, mais d'en faire le moteur même de la démarche scientifique. Alors regardons concrètement comment tout ça fonctionne concrètement dans le dialogue et quel est le rôle de la marquise. On peut identifier, je crois, et vous retrouverez ça dans les documents qui se trouvent sur les cours en ligne sur le site internet aufonddelaclasse.com, 5 rôles. Et ensemble, ils dessinent une progression assez remarquable. On peut dire que, comme je le suggérais avant, la marquise représente le lecteur. Elle pose les questions naturelles, elle exprime les doutes spontanés, elle formule les objections qu'on formulerait très certainement, en tout cas que tout non-spécialiste aurait. Quand elle demande par exemple « Et la Lune, vous l'oubliez ?»
Ou encore, pourquoi ne sent-on pas la terre tourner ? C'est en quelque sorte le lecteur qui parle à travers elle. Un deuxième rôle qu'elle a, c'est qu'elle force à clarifier. Elle force le philosophe à expliquer les choses de manière plus efficace. Et c'est peut-être son rôle le plus important sur le plan pédagogique. Au premier soir, par exemple, quand le philosophe s'emballe dans un exposé un peu enthousiaste, elle l'interrompt de manière assez brutale, d'ailleurs sans ménagement. Elle lui dit « Attendez un peu, il vient de vous prendre un enthousiasme qui vous a fait expliquer les choses si pompeusement que je ne crois pas les avoir entendues. » Bon, c'est une leçon de pédagogie en une phrase que celle de Fontenelle qui fait dire à la marquise cette réplique-là. Parce que le bon enseignant, ça n'est pas celui qui parle bien, c'est celui qui est compris par son élève. Et c'est l'élève qui décide finalement si la leçon est réussie. Et la marquise, ici, elle oblige le philosophe à reformuler, à prendre des exemples concrets, à descendre de sa pompe, de son élégance, et elle est le garde-fou contre la pédanterie. Un troisième rôle qu'elle a, on pourrait dire que c'est celui de résister de manière intelligente. Elle ne cède pas immédiatement à ce que dit le philosophe, elle fait pas comme si elle comprenait alors qu'elle comprenait pas tout, et quand il y a quelque chose qui la gêne, eh bien elle le dit. Elle se contente pas de poser des questions, elle formule même dans certains passages de vraies objections qu'on pourrait dire philosophiques. Par exemple, quand le philosophe se félicite que Copernic ait, je cite, rabattu la vanité des hommes, en les délogeant du centre de l'univers, en refusant le géocentrisme pour lui préférer l'héliocentrisme, et donc en enlevant à la Terre et donc aux hommes ce statut de centre de l'univers, eh bien la marquise conteste le présupposé moral de la remarque du philosophe qui disait donc Copernic a rabattu la vanité des hommes. La marquise dit ceci: croyez-vous que la vanité des hommes s'étende jusqu'à l'astronomie ? Croyez-vous m'avoir humilié pour m'avoir appris que la Terre tourne autour du Soleil ? Je vous jure que je ne m'en estime pas moins. En fait, elle ne conteste pas le fait scientifique. Évidemment, elle ne conteste pas la théorie de Copernic. Elle conteste l'interprétation que le philosophe en tire. Parce que le philosophe sous-entend que l'héliocentrisme était une leçon d'humilité, une correction de l'orgueil humain. Et la marquise dit non. La vérité astronomique et la valeur humaine sont deux choses distinctes. On peut apprendre que la Terre tourne sans se sentir diminuée, et la science n'a pas à se présenter comme une mortification pour être prise au sérieux. C'est une objection qui est juste, et d'ailleurs le philosophe la reconnaît implicitement. Et on peut dire que cette résistance a une fonction pédagogique qui est importante parce qu'elle montre au lecteur qu'on peut accueillir les vérités les plus déstabilisantes sans angoisse, sans rancœur, avec la sérénité de l'homme, de l'humain, qui sait que comprendre le monde ne diminue pas celui qui comprend, ou celle qui comprend. Un quatrième rôle que la marquise a, c'est qu'elle anticipe le raisonnement. Et c'est l'occasion de moments très beaux de la progression. Au 5e soir, par exemple, avant que le philosophe n'ait pu terminer son raisonnement sur les étoiles fixes, la marquise l'interrompt en lui disant ceci. « Ne me trompais-je point ? Ou si je vois où vous me voulez mener, m'allez-vous dire, les étoiles fixes sont autant de soleils ? Pourquoi chaque étoile fixe n'en aura-t-elle pas aussi qu'elle éclairera ? » Et le philosophe lui répond avec une citation de Racine, « C'est toi qui l'as nommé ». Et cette citation-là, qui lui dit tout d'un coup en la tutoyant, parce que c'est comme ça dans la pièce de Racine qu'il cite, alors que, bien sûr, les deux personnages se vouvoient, elle est très importante, et à mon avis, elle est à retenir, parce que quand le philosophe dit à la marquise « c'est toi qui l'as nommé », eh bien, c'est un moment décisif. La marquise, à ce moment-là, n'est plus une élève qui reçoit le savoir. Elle en est devenue la co-créatrice. Elle a intériorisé le raisonnement au point de pouvoir le prolonger elle-même. Et ça, c'est la définition même d'une transmission qui est réussie. Mais d'ailleurs, tout le monde en a l'expérience directe. Parfois, quand on suit un cours, une classe, au collège, au lycée, à l'université, eh bien, on a quelquefois le sentiment qu'on sait exactement ce qui va être dit par le professeur dans les 5, 10, 15 minutes qui vont suivre. Et c'est là qu'on a compris. Et donc, à ce moment-là, la marquise interrompt, elle lui dit la suite. Et le philosophe, citant le dramaturge Racine, lui dit cette phrase « c'est toi qui l'as nommé ».
En disant cela, le philosophe fait d'ailleurs aussi preuve d'esprit, de bel esprit, puisqu'il cite comme ça de manière improvisée une phrase de Racine qui correspond parfaitement à cette situation. Et ça nous mène à la dernière fonction, je crois, de la marquise. Plus encore que le philosophe, elle permet de maintenir le ton galant de la conversation et d'empêcher que cela devienne ennuyeux, pédant, parce que tout au long des 6 soirs, la marquise veille à ce que la conversation ne tombe jamais dans la pédanterie. Et son badinage, son ironie légère, ses réparties très vives maintiennent le plaisir de l'échange. Et on peut dire que c'est elle qui garantit que l'entretien reste un entretien et ne devient pas un cours magistral. Et puis, il y a une dimension supplémentaire dans ce dispositif du dialogue qui est important, c'est l'idée qu'on appartient, nous lecteurs, lectrices, à une petite troupe, un peu d'élite, et qu'on prend du plaisir à y appartenir. À un moment, le philosophe, c'est au 6e soir, dit « Contentons-nous d'être une petite troupe choisie qui les croyons ». Et ne divulguons pas nos mystères dans le peuple. Alors, en apparence, c'est une formule très élitiste, évidemment, qui heurte un peu notre sensibilité d'aujourd'hui, c'est bien normal. On garde le savoir pour un cercle restreint. Mais, en fait, c'est une sorte d'artifice rhétorique qui est très efficace. Parce qu'en présentant comme une petite troupe choisie, le groupe qui compte le philosophe, la marquise et nous, les lecteurs, eh bien, Fontenelle, l'auteur de l'ensemble, flatte le lecteur et la lectrice. Il nous dit, vous êtes de ceux qui comprennent. Vous n'êtes pas le peuple. Et cette distinction imaginaire, alors, il ne faut pas la prendre comme purement sociale, mais plutôt, on fait partie tous ensemble de ceux qui savent, de ceux qui sont capables de connaître plus que les autres. Et donc, cette distinction imaginaire, elle crée une complicité entre l'auteur et nous, lecteurs, lectrices, un sentiment d'appartenance à une petite troupe choisie, à une élite intellectuelle, et c'est précisément d'ailleurs ce qui rend le livre attirant pour un public mondain de l'époque qui est soucieux de distinction sociale, évidemment. Mais je crois que ça fonctionne aussi aujourd'hui, parce que l'audience visée, elle est même pour Fontenelle en réalité plus large que celle des écrits un peu de spécialistes, des milieux libertins clandestins ou les lecteurs des traités savants. Fontenelle parle à tous ceux, toutes celles qui veulent bien se considérer comme faisant partie de cette troupe finalement. Et ça représente beaucoup de monde. Et le nombre d'éditions, de rééditions, plus de 30 à la suite de la première édition des entretiens montre que ça a marché. C'est un passage qui est une forme de transition entre l'élitisme du savoir au XVIIe siècle et ce que voudront les Lumières plus tard, par exemple avec l'encyclopédie, mais surtout avec d'autres ouvrages en réalité, de démocratiser, d'étendre le savoir beaucoup plus largement que dans les milieux autorisés très limités. Pour conclure, on peut dire que le dialogue dans les entretiens n'est pas seulement un artifice pédagogique pour rendre la science accessible. C'est aussi une manière de prendre des positions philosophiques sur la nature même du savoir. Par exemple, Fontenelle dit que la connaissance ne se transmet pas, mais qu'elle se construit dans l'échange. Que le savoir n'a de valeur que s'il est partagé. Que la jouissance intellectuelle, que le plaisir de comprendre, autrement dit, est d'abord un plaisir social, un plaisir qui se fait avec quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être une des leçons les plus importantes des entretiens et celle qui durera le plus longtemps. Non pas vraiment, évidemment, ce qu'on enseigne sur l'astronomie, qui sera très rapidement dépassé, puisque les Principia Mathematica de Newton sont publiés une année après seulement et vont complètement faire voler en éclats la science telle qu'elle est dite par Fontenelle, mais plutôt donc ce que les entretiens montrent sur la façon dont on apprend, c'est-à-dire avec plaisir, avec résistance, avec curiosité, avec l'autre, autrement dit. Voilà, en tout cas, ce que je souhaitais partager avec vous sur le rôle du dialogue et de la marquise dans les entretiens de Fontenelle. Vous pouvez retrouver un grand nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao! You lay there on the kitchen floor.